moment? Oui. Ok, progress. Vas-y. Bon, donc, bienvenue à cet atelier donc, sur les bâtiments concernant l'élevage, comme l'a dit Cédric, pour illustrer donc, au travers donc, ce qui se fait en matière de R&D par rapport au changement climatique en termes d'adaptation, mais surtout vous verrez l'atténuation. Et donc la parole est aux filières, aux instituts techniques qui les accompagnent sur ces 40 minutes. Donc, il y aura 3 présentations. Une première qui va vous illustrer au travers d'un projet de R&D qui croise filière herbivore et monogastrique sur la problématique de la réduction en eau, la consommation en eau dans les élevages. Un deuxième qui sera l'atténuation, les logiques d'atténuation, les démarches et les outils, les projets de R&D en face par rapport au gaz à effet de serre. Et puis un troisième qui illustrera les enjeux et les adaptations pour la filière apicole. 10 minutes sur chaque présentation, et vu le temps, je propose que les 3 présentations se fassent d'un coup et que les questions soient posées à la fin. Donc la parole est à Geoffrey Chiron de l'Italie et Elisa Landais pour un élevage sur l'optimisation de la gestion de l'eau dans les élevages de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez 10 minutes et c'est le projet CERSO. Merci. Bonjour à tous, c'est Elisa Landais, chargée de mission bovin-viande au rat élevage. Geoffrey Chiron, Institut technique de l'aviculture. Aujourd'hui, on va vous parler du programme CERSO, qui est un programme de recherche inter-filière animale qui vient de commencer sur l'année 2021 et qui a pour objectif d'optimiser l'utilisation de l'eau sur les élevages. C'est toi qui passe les... Je te laisse passer la suivante. Donc, si on repart un peu sur le contexte, donc forcément, avec les fortes chaleurs estivales, on est quand même sur des questionnements sur la ressource en eau qui est de plus en plus limitée sur certains bassins de la région, avec des problèmes d'approvisionnement en période d'étiage sur certains territoires. Et c'est vrai que l'élevage a quand même un poste de consommation sur l'eau, parfois au détriment des problématiques sur l'irrigation. Et donc, l'objectif, c'était d'optimiser, de chercher comment on pouvait optimiser l'utilisation de cette ressource dans les élevages de la région. Avec aussi l'idée, donc, 1, d'objectiver les consommations, et puis 2, de regarder par rapport aux périodes de disponibilité et modalités d'utilisation qu'on pouvait avoir sur l'eau autre que l'eau du réseau d'eau potable. Donc voilà, on est parti du fait qu'il y avait un manque de références assez complet sur l'ensemble des filières. Et qu'on devait essayer d'objectiver un peu plus sur l'usage d'eau alternative au réseau d'eau potable. Je laisse passer pour moi. Donc on est sur un programme de recherche qui va être interfilière, donc qui va relier à la fois l'ensemble des filières ruminantes, donc le bovin-lait, bovin-viande, ovin et caprin, mais également les filières monogastriques, que ce soit la filière porcine et les filières volaille. Et on a rapproché aussi en cours de route la filière équine, qu'on avait dans un premier temps pas mis autour de la table, mais qui du coup va nous suivre dans un premier temps sur un volet parallèle à ce qu'on peut faire et puis qui sera rapproché au projet dès 2022. On a un partenariat assez large, on a l'ensemble des instituts techniques autour de la table, que ce soit l'IDEL, l'ITAVI, l'IFIP. Après, on a les interprofessions à chaque fois aussi, ou alors la chambre régionale et Auvergne-Rhône-Alpes élevage pour les filières ruminantes. Et puis, on a aussi réussi à rapprocher FEDER, qui est une coopérative pour les filières ruminantes sur la deuxième partie. Voilà, et donc c'est un projet qui est financé à la fois par la région et par les 3 agences de l'eau qui sont présentes sur le territoire. Bon, donc, du coup, dans un premier temps, on est parti sur comment objectiver les consommations d'eau. On est parti du fait que sur pas mal de filières ruminantes, on avait peu de références. Vous pouvez vous avancer parce qu'en fait, il voit la salle et il ne voit pas parler. Donc, si vous pouvez mettre juste devant. Voilà, je pense. Je ne vois pas la salle, donc je ne sais pas pourquoi. Oui, on voit. Oui, c'est ça. Comme ça, ah oui, voilà. Ok. Donc du coup, oui, dans un premier temps, on est parti sur le fait qu'il y avait un manque de références sur les consommations d'eau, notamment dans les élevages ruminants. En bovin-viande, par exemple, et en ovin-viande, on n'avait aucune référence.
Et puis, sur les autres filières, il y avait des choses, mais c'était assez ancien. Et puis, on a des nouveaux systèmes sur lesquels on manque de références, notamment, par exemple, le port plein air. Ben, voilà, on voulait objectiver les consommations d'eau liées à l'abreuvement dans ces nouveaux systèmes. Donc, on va suivre les consommations d'eau sur un panel d'élevage par production. Donc, ça peut être soit des stations expérimentales, soit des fermes pilotes, par exemple, pour les filières granivores, donc porc et volailles. Et on essaye d'identifier par poste de dépense et par zone climatique, en fait, les consommations d'eau en élevage, avec pour objectif final d'élaborer un modèle prédictif de la consommation d'eau dans les élevages, qui prendra en compte donc, les paramètres environnementaux, que ce soit l'ambiance des bâtiments ou au pâturage en extérieur, les conditions météorologiques, puis dans un deuxième temps aussi tout ce qui est paramètres de conditions de conduite d'élevage, à la fois les systèmes, les catégories animales, et puis tout ce qui est annexe aussi à l'abreuvement aussi, qui sera regardé dans un deuxième temps, qui sera hors de ce modèle, parce que ce modèle sera un peu plus fléché sur les consommations d'eau pour l'abreuvement. Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir ajuster au mieux la référence générique de consommation d'eau liée à l'abreuvement sur le donc là, c'est juste une petite cartographie des différents sites d'élevage. Elisa l'a dit, en ruminant, on est plus parti sur des stations expérimentales, notamment du fait que pour faire des suivis plus fins. En monogastrique, par contre, on est parti sur des fermes commerciales. Alors, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on n'a pas de station expérimentale en région, et d'autre part, en fait, du fait de l'automatisation des élevages monogastriques. En fait, on a beaucoup d'ordinateurs de gestion. Ils sont très équipés. En fait, on peut avoir des suivis assez fins en ferme commerciale en monogastrique. Donc, on a essayé de couvrir un peu l'ensemble du territoire pour prendre en compte les différents types de climats qu'on a au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, juste pour aller un petit peu plus loin, donc je ne vais pas détailler toute la diapositive, en fonction des différentes filières, on n'aura pas forcément les mêmes suivis. Si je prends par exemple en volaille, on aura différents postes, on aura l'abreuvement, le nettoyage des bâtiments d'élevage et également des systèmes de refroidissement avec brumisation ou les purges des canalisations pour avoir de l'eau fraîche. Si on prend les élevages porcins, on aura comme spécificité les laveurs d'air. Et pour ce qui sera ruminant, on aura des choses plus spécifiques au niveau de l'abreuvement, au niveau du pâturage et du nettoyage des salles de traite. Alors, selon les différents postes, on va soit équiper les élevages stations expérimentales, soit se baser sur les ordinateurs de gestion qui sont déjà en place. Dans certains cas, on pourra faire des différentiels, donc notamment pour les postes de nettoyage, lorsque il n'y a pas d'animaux, en fait, on regarde la différence de consommation à l'échelle d'un lot. Le deuxième volet du projet CERSO, ça va être l'étude de l'utilisation des eaux alternatives à l'eau du réseau. Donc, tout d'abord, c'est de voir sur les différents sous-bassins versants à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes quelles eaux sont disponibles sur quelles zones et quand, et voir un peu identifier les zones critiques, notamment d'approvisionnement d'eau en été. Ensuite, ce sera essayer de déterminer les usages possibles des différentes eaux. Donc, ces eaux étant couplées à des systèmes de récupération, de stockage et de traitement. On fera également une évaluation économique des systèmes pour renseigner les agriculteurs sur le coût des installations de ces différents systèmes. Et puis également, on fera un groupe d'acteurs pour valider l'utilisation des eaux selon les différents postes, donc avec les DDT, les DDPP, les organisations de production, les coopératives, etc. Et tout ça, au final, pour fournir aux éleveurs un arbre de décision pour la gestion de l'eau en fonction de la localisation de l'élevage, savoir un peu comment s'orienter en fonction de où on est basé. Et au final, le troisième volet du projet CERSO, on va prendre le contenu de ces des deux premiers volets pour faire vraiment un outil de pilotage de gestion de l'eau à l'échelle de l'élevage, pour lui permettre d'une part de situer sa consommation d'eau par rapport à un référentiel, donc voir s'il y a des écarts pour qu'il puisse un peu les identifier,
Savoir que l'éleveur, quand il veut s'installer, si, il sera en zone critique avec des contraintes d'approvisionnement en eau et quelles sont les eaux qui seront disponibles sur sa localisation. Ce sera aussi de calculer la capacité de stockage nécessaire au fonctionnement de son atelier animal et au final de savoir quelle eau est disponible pour quel usage et avec quel système installé à quel coût. Et ça, en fait, savoir aussi comment piloter les différentes eaux dont il dispose à l'échelle de l'année. Donc, savoir si, par exemple, il doit plus stocker au printemps pour pouvoir l'utiliser en période estivale lorsque l'eau est à disponibilité limitée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Geoffrey. Bon. Présentation successive, donc on va les démarches mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le système d'élevage. Donc c'est une présentation dont Jean-Marie Fontanet de l'Italie est le porte-parole, présentation préparée avec Cindy Trude d'IDEL. Oui, Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Hein. Ma collègue Aurore, c'est son collier, les notes. Merci Yves, bonjour à tous. Donc Jean-Marie Fontanet d'Italie, donc merci à Cindy qui a préparé le diaporama et qui malheureusement ne peut pas être avec nous, donc il était prévu que ce soit elle qui fasse la présentation et moi qui l'enrichisse, et du coup ça va être l'inverse puisque Cindy devrait être sur le chat normalement, et donc elle l'enrichira en fonction de vos questions, elle pourra répondre en direct à vos questions. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, simplement pour repréciser un petit peu le contexte dans lequel on se situe, en fait, déjà au niveau des accords de Paris. En fait, on a déjà un accord qui vise à limiter finalement le réchauffement climatique. On a eu tout à l'heure des interventions sur les évolutions du climat au niveau de la région. Donc, on s'inscrit dans cette limitation du réchauffement, donc pour limiter en fait nettement, limiter les évolutions de température à 2 degrés et aussi s'engager dans une stratégie finalement de développement bas carbone à long terme qui sera à définir, mais qui est à définir aussi à mettre en œuvre depuis 2020. Merci. Donc, on est aussi dans un objectif et en fait dans un contexte climatique européen avec notamment le Green Deal européen qui vise une réduction en fait des émissions de gaz à effet de serre, la neutralité carbone, le développement également de l'agriculture biologique. Ce projet, donc le Green Deal qui est finalement décliné en projet opérationnel, dont un projet qui est actuellement en cours, donc de la fourche à la fourchette. On se positionne également dans un potentiel d'atténuation mondiale finalement, donc qui est très variable puisque le poids des différentes filières par rapport aux émissions de gaz à effet de serre est également variable. Donc vous voyez en fonction des filières, donc on va pas, je pense que ça c'est des choses qui sont relativement connues. On a du coup un potentiel d'émission qui est très variable en fonction des filières. Et si vous cliquez sur le bouton, vous verrez apparaître finalement le potentiel d'atténuation en fait qui a été mis en évidence par la FAO, qui est aussi très variable en fonction des différentes filières. Et on voit que donc sur les filières qui ont le plus gros potentiel d'atténuation mondiale ne sont pas forcément les filières qui sont les plus émettrices. Sur la diapo suivante, on va voir finalement que les filières donc les différentes filières finalement s'engagent dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'exemple par exemple de la filière bovin-lait qui s'engage donc à une diminution de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre à échéance 10 ans, avec environ 4000 éleveurs engagés. C'est aussi également le cas pour la filière viande bovine qui s'engage dans une diminution à horizon 10 ans de 15% de ses émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 2000 éleveurs qui se sont engagés. Exactement, donc le même projet, donc avec une diminution de 12% des émissions de gaz à effet de serre à échéance 10 ans, donc pour la filière ovine, avec plus de 1000 éleveurs engagés. Et au niveau de la filière avicole, donc une intégration depuis septembre de cette année dans l'outil CAP2ER avec un développement finalement de 3 modules, 3 niveaux 1 CAP2ER avicole. Donc niveau 1 pour la volaille de chair, pour la pondeuse et pour les filières canard gras. Donc avec un engagement
d'éleveurs donc, à s'engager dans cette démarche d'amélioration des pratiques. Cap2ER, finalement, qu'est-ce que l'outil Cap2ER? C'est un outil donc, pour évaluer la performance environnementale et finalement, c'est l'outil dont se sont dotées les filières pour évaluer en fait les réductions et proposer des plans d'amélioration personnalisés aux éleveurs. Cap2ER, ça veut dire calcul automatisé des performances environnementales pour les exploitations responsables. Donc, l'objectif de Cap2ER, c'est déjà de sensibiliser les éleveurs et les conseillers aux thématiques environnementales. C'est de pouvoir évaluer finalement les principaux impacts environnementaux selon la CV et impacts environnementaux qui soient des impacts négatifs sur l'environnement, mais également des impacts positifs. Et ça, c'est une démarche qui est intéressante et qui était extrêmement demandée, notamment par les interprofessions, qui va permettre de positionner l'exploitation en fait, ou un groupe d'exploitation par rapport à des références et mettre en évidence le lien entre les pratiques d'élevage, les impacts environnementaux et les indicateurs économiques et sociaux. C'est un outil qui va finalement permettre de faire une évaluation environnementale à l'échelle de son atelier, donc que ce soit l'atelier bovin, lait, bovin, viande ou avicole par exemple. Mais également un outil qui va permettre de faire une évaluation globale à l'échelle de l'exploitation. Et c'est aujourd'hui ce qu'on nous demande en fait de faire une évaluation à l'échelle de l'exploitation, notamment pour intégrer des démarches comme la haute valeur environnementale. C'est également un outil multifilière puisque finalement il emmène quasiment l'intégralité des filières animales, avec les développements récents des modules niveau 1 donc pour les futurs ruminants, un module 1 qui est en cours de développement également pour les veaux de boucherie, la prise en compte des cultures, la prise en compte de tous les ateliers bovins, je vous le disais, donc la prise en compte demain des ateliers avicoles, et puis aussi une interface qui est en cours de réalisation donc avec l'outil de l'IFIP donc pour les élevages porcins pour pouvoir intégrer finalement les données et les résultats des évaluations des élevages porcins dans l'outil environnemental Cap2ER donc pour vraiment faire une évaluation à l'échelle de l'exploitation. Comme je vous le disais, donc l'outil permet de faire une évaluation multicritère donc des impacts environnementaux, donc impacts environnementaux donc ce que sont les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, les consommations d'énergie fossile, la qualité de l'eau donc que ce soit sur l'azote, que ce soit sur les phytos, mais également en fait de mettre en évidence les contributions positives donc que sont le stockage carbone, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un des leviers de compensation de l'impact environnemental, le maintien de la biodiversité et également la performance nourricière permise par les élevages. La méthodologie en fait de Cap2ER, elle est basée forcément sur des travaux de recherche avec différents travaux qui ont permis justement de travailler sur l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, donc par exemple des émissions de méthane entérique. On relance d'autres travaux au niveau de l'Institut technique de l'agriculture, notamment aussi sur les émissions au parcours des productions avicoles, au parcours donc avec un accès plein air. Et des avancées plus récentes pour le stockage du carbone avec le projet Carsolel qui finalement permet de faire avancer le bilan en fait du stockage du carbone et l'évaluation du stockage du carbone par l'outil Cap2ER. Si on regarde maintenant les leviers d'action en élevage que l'on peut rencontrer avec des exemples par exemple pour les ruminants ici, on va avoir donc des exemples. Enfin, les leviers d'action vont être donc au niveau des émissions de geste, donc sur la gestion du troupeau, avec un travail qui peut être mené à la fois sur la conduite sanitaire, sur l'âge au premier vélage, sur les performances génétiques, un travail sur l'alimentation des troupeaux, en fait, sur la qualité des fourrages, mais aussi sur le pâturage, la consommation de concentré ou l'autonomie protéique de l'élevage. Un travail sur la gestion des déjections animales, donc sur la durée de pâturage, le stockage, le mode de stockage, l'épandage des déjections, éventuellement le couplage sur l'installation d'une unité de méthanisation pour la gestion des déjections animales, les consommations d'engrais et les consommations d'énergie. Et également, donc ça, travailler finalement sur ces impacts pour tout ce qui va concerner la limitation des émissions de gaz à effet de serre
et d'un autre côté aussi avoir contrebalancé ces émissions avec des leviers sur la séquestration du carbone, avec notamment la gestion des surfaces cultivées et la gestion des éléments agroécologiques que l'on peut avoir sur l'exploitation, et notamment en lien avec l'atelier bovin, dans cet exemple. Si on regarde finalement les potentiels des solutions applicables, là, ce qui vous est présenté ici, c'est en fait le potentiel de réduction en fonction de la solution qui est applicable. On voit que par exemple sur la gestion du troupeau, on va avoir un potentiel de réduction au niveau des émissions de gaz à effet de serre de 10-15%. Après, on retrouvera le stockage du carbone avec un potentiel de 2 à 8% en fonction finalement aussi de la structuration de l'exploitation et du type de système dans lequel l'exploitation s'inscrit. On retrouvera ensuite la conduite des cultures, l'alimentation du troupeau et enfin la consommation d'énergie, que ce soit au niveau du carburant ou de l'électricité. Combiner environnement et économie, finalement, c'est possible, puisque c'est possible en jouant à la fois sur l'amélioration des performances de production, en jouant sur la maîtrise des coûts de production et sur la réduction des impacts environnementaux. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, donc avec Cindy, on se fera une joie d'y répondre. Merci. Là aussi, on stoppe les questions. Merci Jean-Marie pour cette présentation claire. Et donc, on va avoir une autre illustration par une autre filière, au ruminant et monogastrique, à savoir la filière apicole. Quelles sont ces questions? Quels sont les enjeux pour la filière apicole? Puisqu'on sait que la filière apicole est très en phase aussi avec l'exploitation des ressources du milieu. Donc, c'est Chloé Jus. Bonjour à tous. Donc, Chloé Jus de l'ADA-ORA, c'est l'Association pour le développement de l'apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes. On réunit des adhérents apiculteurs qui, représentés pour ceux qui connaissent ça, qui administrent l'association et qui sont donc des apiculteurs professionnels, et on travaille sur le développement et l'accompagnement de leur activité au travers de, ça peut aller de l'action sanitaire à l'action interfilière. Voilà, on peut passer à la prochaine. Alors, les différents impacts du changement climatique en apiculture, on a réuni les apiculteurs autour d'une visioconférence l'année dernière où on leur a demandé venez vous connecter et parler de qu'est-ce que c'est que la résilience pour vous face au changement climatique, quelles sont vos questions et comment est-ce que vous voyez l'impact du changement climatique sur l'apiculture actuellement, sur vos exploitations. Et donc, on a eu beaucoup d'apiculteurs qui se sont connectés, qui ont été très intéressés par le sujet, qui ont posé beaucoup de questions. Et donc, on a listé avec eux un certain nombre d'impacts qu'ils voyaient, eux, sur leur exploitation et qu'on a ensuite recroisé avec les impacts qu'on voit au niveau national dans les autres régions. Donc, la première, c'est l'évolution des ressources. C'est la première chose qui fait peur aux apiculteurs. Donc, la fluctuation, notamment cette année, qui est un bon exemple, avec des événements climatiques qui étaient extrêmes. Donc, par exemple, le gel d'avril qui a aussi touché beaucoup les apiculteurs et la production de miel. La variabilité des mielés. Il y a des mielés qui vont être de plus en plus variables, comme la mielée d'acacia qui maintenant n'arrive plus très souvent, et des mielés qui vont être raccourcis et en retard sur certaines floraisons, qui peuvent être en retard à cause de la sécheresse. Alors ensuite, on voit aussi des évolutions des pratiques. Donc moins de mielés, ça veut dire qu'en saison, les apiculteurs ne peuvent pas produire de miel, les abeilles ne peuvent pas se nourrir, et donc ils sont obligés de nourrir leurs abeilles en période de disette. Les périodes de disette, c'est quand il n'y a pas de production, pas de ressources pour les abeilles. Donc, ils sont obligés de nourrir leur colonie à ce moment-là. Ils produisent à la fois pas de miel et ils ont des surcoûts liés à ce nourrissement-là. À ce moment-là, quand on nourrit les abeilles avec du sucre, on a une possibilité d'avoir des risques d'adultération du miel, donc d'avoir du miel dans lequel on peut retrouver du sucre. Donc, on ne produit pas de miel quand on nourrit, mais par contre, quand le mois d'après, il y a de nouveau une mielée, on peut retrouver des restes du sucre qui a été donné les mois d'avant. Donc ça, c'est un stress en plus pour les apiculteurs. Et du coup, lié à ça, il y a des mielées qui sont donc plus courtes et donc plus intenses. Et donc, ça modifie les itinéraires de transhumance pour les apiculteurs, puisqu'ils vont devoir se déplacer plus rapidement sur des mielées et avoir un cheptel qui va devoir être plus productif pour pouvoir aller capter ces mielées qui seront plus intenses, plutôt que de pouvoir le faire à une échelle plus restreinte et plus étalée. Alors, on a aussi des problématiques sur la santé de l'abeille, puisqu'il y a donc des parasites qui sont traités à certains moments qui se développent avec le couvain et qui sont traités à des moments où il n'y a plus de couvain au sein des ruches. Et les moments où il n'y a plus de couvain, c'est des moments où les températures sont faibles.
Vu que les températures risquent d'augmenter, il y aura sûrement plus ces arrêts de ponte, comme on appelle. Et donc, on devra changer aussi la manière de traiter les abeilles et puis l'émergence de nouveaux parasites qui peuvent arriver, qui ne sont pas encore en France, mais qui vont potentiellement arriver sur l'abeille. Donc tout ça, ça a un impact sur l'économie des exploitations. Donc les apiculteurs, ce qu'ils nous ont souligné notamment, c'était les surcoûts liés au nourrissement. Donc cette année, on l'a vu, il y a eu de très forts surcoûts liés au nourrissement des colonies. Des surcoûts liés aux transhumances, puisque s'ils doivent se déplacer, par exemple cette année, il y a la lavande qui a bien donné, donc qui a été une bonne mielée. Donc il y a des apiculteurs qui ont décidé de se déplacer dans le sud de la Drôme pour pouvoir aller produire du miel. Mais du coup, on a un surcoût lié aux transhumances, donc au déplacement des ruches. Et donc une variabilité aussi des produits et donc du résultat et des revenus puisque les mielés vont être de plus en plus variables. Donc cette année par exemple, il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont très peu produit, ils ont dû taper dans leur stock et donc l'année qui arrive là, il y a un gros stress pour savoir si ils vont arriver à produire ou pas puisque leurs stocks sont au plus bas et ils sont en train de gérer leur stock pour pouvoir continuer à vendre jusqu'à la fin de la saison. Et donc un stress lié à la gestion des imprévus, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas savoir avant que ça arrive la mielée qui va être en cours, est-ce que ça va mieler ou pas. Alors, face à ça, donc, on a monté avec les apiculteurs donc, qui étaient réunis à cette visio-là, on a continué à travailler avec eux pour voir, OK, à partir de ces constats-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner, pour avoir des références, des outils pour que vous puissiez adapter vos exploitations face à ces enjeux-là. Donc, on a monté le projet qui s'appelle ADAPT, accompagner le développement d'une apiculture en transition face au changement climatique, pour créer des références et des outils. Qui est subventionné PEPIT. Donc, il y a 3 volets d'action. Le premier, ce serait de réduire l'impact environnemental des exploitations et leur dépendance aux intrants. Donc, on voudrait travailler sur le développement d'un outil autodiagnostic bilan carbone qui serait adapté à la filière apicole. On voudrait aussi créer des références sur des différentes stratégies qui viseraient à réduire l'impact environnemental d'une exploitation. Est-ce qu'il vaut mieux être sédentaire, moins se déplacer et du coup capter des mielées autour, mais peut-être nourrir plus les colonies, ou transhumer et aller vers des mielées qui sont fortes, qui permettent une plus grosse production, mais du coup qui nécessitent plus d'intrants pour transhumer les ruches. Donc ça, c'est des questions, on n'a pas d'outils pour l'instant, c'est que les apiculteurs qui discutent là-dessus. Donc on voudrait avoir des références là-dessus. Et on voudrait étudier aussi le système sur la consigne pour les pots de miel en verre. Le deuxième volet, ce serait de renforcer la capacité d'adaptation du système socio-économique des exploitations. Donc, assurer un revenu stable. Les années comme cette année où il y a peu de production de miel, comment assurer un revenu stable? Donc, on s'orienterait vers 2 solutions pour l'instant qui ont été mises en évidence. Ce serait diversifier les productions avec d'autres types de produits de la ruche ou de la transformation. Donc, ça peut être du pollen, de la propolis, ça peut être de la transformation en pain d'épices. Et des productions et des ventes en collectif, donc soit en collectif d'apiculteurs, soit en collectif avec d'autres productions. Ensuite, il y a la partie renforcer aussi la capacité d'adaptation avec l'organisation du travail, puisque si on parle de diversification et de système collectif, comment est-ce qu'on s'organise et est-ce que finalement on ne travaille pas plus pour ressortir quel salaire finalement, et relocaliser les outils de production. Et le dernier volet, ce sera sur les pratiques de nourrissement. Donc, on voudrait étudier l'évolution des ressources mellifères, donc les ressources qui permettent de produire du miel pour les abeilles à l'horizon de 2050. Quelle évolution dans la région? Quels sont les mielés auxquels on peut s'attendre et quelles sont celles sur lesquelles on va devoir peut-être faire une croix pour les apiculteurs? Et donc, avec eux, on voudrait faire une expérimentation participative pour regarder quelles sont les meilleures pratiques de nourrissement pour eux qui leur permettent à la fois de nourrir le moins possible en saison et de ne pas avoir de risque d'adultération dans le miel. Et un dernier volet, ce serait sur une sélection d'une abeille qui serait plus résiliente, donc qui permettrait à la fois d'avoir un bon taux de production de miel en ayant le minimum de nourrissement à distribuer aux abeilles. Voilà, et donc avec ça, il y a un enjeu qui me semble très important, c'est l'enjeu interfilière, puisque là, on se base sur les pratiques apicoles, mais finalement, la base, ce serait d'atténuer le changement climatique, donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus global à la filière apicole, donc de développer des ressources qui seraient diversifiées et adaptées au climat de demain, donc de 2050. Donc ça, à voir avec les autres filières aussi. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur partager des outils et des méthodes. On a entendu beaucoup de méthodes aujourd'hui pour pouvoir nous faire avancer aussi, nous, sur la partie apicole grâce aux outils développés par les autres filières. Merci Chloé. C'est un appel du pied. Donc... C'est un appel du pied. Par rapport à c'est très intéressant, cette transversalité, parce qu'on voit que les préoccupations, c'est les mêmes.
des systèmes de production différents. On va ouvrir le champ des questions. Donc, c'est vrai que 3 exposés, c'est un peu le pari. Le flash comme ça court. Et merci aux intervenants déjà d'avoir respecté. Donc, voilà, on a pris un peu tout dans les yeux, on va dire, dans la tête. S'il y a des questions déjà dans la salle, on va prioriser. Sinon, tout de suite, on va passer aux questions. Oui. On est suivi sur le projet. Allô? Donc, c'est l'année de démarrage 2021. Et du coup, les livrables, Oui. c'est quand? Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On t'entend, Vincent, mais là, on a privilégié d'abord les questions dans la salle. Jamais. Vas-y. En fait, ça dépend des différents objectifs. Là, sur les référentiels de consommation d'eau et le modèle prédictif, Ça rien, moi. donc on va faire le recueil de données en 2022 et du coup, ce livrage. Il faut que je le refasse, hein, mais je suis appelé de ma. Enfin. Pour tout ce qui sera sur l'utilisation des eaux alternatives, là, on a besoin d'un peu plus de temps pour réaliser l'utilisation de référence. Donc, on commence deuxième trimestre 2022, et ce sera pour 2024. 2024-2025. Ouais, 2024-2025. Et l'outil de gestion de l'eau final, on sera du coup après ces 2 phases-là, ce sera plutôt 2025-2026. Oui, on travaille sur un projet sur 5 ans. D'autres questions? On ouvre le champ. Sur Cerceau, du coup, il y avait une autre question. Oui. Alors, sur Cerceau, la question concerne la diversité des systèmes de production. À savoir les systèmes en production en agriculture biologique ou non. Est-ce que vous distinguez? Et puis aussi au niveau des équipements, les systèmes de production, notamment robots de traite ou pas, etc. Au niveau des... Alors, moi, je vais répondre pour les monogastriques. Du coup, en élevage porcin, si je ne me trompe pas, on a le système sur caillebotis, on a le système sur litière et on a le système plein air. Et pour les volailles, du coup, on a pas mal de systèmes différents. Donc, en termes d'espèces, on a canard, pondeuse et poulet de chair. Et on fait varier, du coup, en fonction de si c'est en plein air ou pas plein air. Pour les pondeuses, c'est soit le code 2, donc au sol, sans accès plein air ou plein air. Alors, quand on dit plein air, c'est soit biologique, soit non biologique. D'après les expertises qu'on a eues, les consommations d'eau, elles sont relativement similaires entre le bio et le non bio quand il s'agit de plein air. Et après, on a des différences en fonction de si on a des systèmes de refroidissement ou non, en fonction de la région où on est. Et du coup, peut-être pour compléter sur les systèmes ruminants, donc là, comme on n'est pas sur exactement la même stratégie, on s'est basé aussi sur les systèmes qu'il y avait sur les fermes expérimentales qui étaient présentes en région ou alors qui étaient autour de la région mais qui représentaient les systèmes qu'on pouvait avoir. Donc après, par contre, sur les équipements en filière laitière, ça je ne saurais pas dire parce que je ne connais pas bien les 2 sites expérimentaux. Peut-être que Vincent est en ligne, il les connaît un peu mieux. Oui, je suis là. Ouais, voilà. Pour le système allaitant, l'objectif, c'est de regarder un peu toutes les catégories animales, à chaque fois sur du JB, donc pour tout ce qui est exploitation faisant de l'engraissement, et puis après sur plutôt des broutards pour tout ce qui est élevage naisseur. En ovin viande, donc on a 2 sites expérimentaux aussi qui sont assez représentatifs de la région, et en caprin, on a un seul site expérimental qui est le site du Pradel en Ardèche. Voilà. Et Vincent, si tu as une idée pour... Oui, juste pour vous dire en fait ce qu'on fait dans le Cerceau 1, enfin ça a été expliqué, mais c'est qu'en fait on regarde, on veut plus se contenter d'une vision très forfaitaire de la consommation d'eau, mais on va tenir compte des éléments, on va dire d'ambiance, des éléments de milieu, pratiques agricoles pour faire fluctuer justement ces conditions d'abreuvement. Et qu'on soit en bio, c'est pour répondre à la question qui est posée, ou qu'on soit en système dit conventionnel, le challenge il est le même. C'est pas parce qu'on est en bio que l'animal, quand il va faire plus chaud, va réagir autrement qu'un animal qui est dans un système conventionnel. Donc, on part sur l'idée de travailler sur l'animal sans distinguer les SICO ou les signes officiels de qualité ou autres. En tout cas, l'animal reste le même pour nous. Et donc, comme le dit Elisa, c'est surtout un travail à faire en station expérimentale parce que les travaux et les enquêtes en ferme
laisse trop d'incertitudes sur des consommations, on va dire, réelles. Et en conséquence, le modèle qu'on veut sortir sur prédiction de consommation s'inscrit aussi dans le contexte un peu du changement climatique dans lequel on va se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire comme aménagement derrière après pour abattre sur des chaleurs ressenties, abattre des consommations qui seraient liées à la surchauffe climatique. Voilà. D'accord. Juste pour rebondir, quand Vincent dit plus d'approximation sur les fermes pilotes, en système ruminant, c'est vrai, puisque de toute façon, c'est des systèmes qui sont peu équipés et peu optimisés sur ce volet-là. En système granivore, c'est déjà un peu plus suivi et c'est pour ça que les expérimentations sont en ferme pilote. Donc, c'est un peu plus précis. Et simplement pour compléter, en fait, on équipe en fait l'intégralité des exploitations qui sont suivies de compteurs en fait en fonction des différentes consommations pour avoir du comptage sur des séries très longues en fait, puisqu'on part sur des séries pour nous on compte souvent en bandes qui peuvent durer quelques mois ou ou plus d'une année en fait, en fonction des différentes productions. Donc là, on va pouvoir suivre beaucoup de bandes en fait, et ça va permettre d'amener de la robustesse et de ne plus travailler comme on faisait auparavant en travaillant sous forme d'enquête. Juste pour terminer ce que vient de dire Jean-Marie, parce que c'est important, c'est qu'en fait, on n'est pas sur des mesures qui seront faites très ponctuellement sur un an ou deux. C'est qu'on va prendre l'exemple du Pradel. Le Pradel, depuis 2015, ils sont en saisie continue. Enfin, il y a avec l'électronique et les capteurs, on est sur des séries de données qui vont être prises en continu sur 4, 5, 10 ans. Voilà, ça, c'est très important à dire. De capitaliser des données existantes sur les sites en région, voilà. Que ce soit en ferme commerciale ou en station. Ça ne s'arrête pas à la fin du projet, ça continue. Oui, bien entendu. C'est clair. Alors, CERSO, 3 présentations, donc il y a 3 questions ou à voir en fonction du temps. On va passer à Cap 2R. Il y a une question, donc Jean-Marie, de nouveau la parole, qui est éventuellement conduite par-ci. C'est comment sont évalués les impacts positifs et négatifs sur la composante biodiversité. En fait, il n'y a pas de négatif sur la biodiversité puisque c'est que du positif pour nous en fait, parce qu'on va plutôt mesurer le fait de maintenir la biodiversité. J'ai vu que Cindy avait répondu sur le chat pour ce qui concernait en fait les mesures par rapport aux élevages, donc tout ce qui va concerner les prairies et puis les élevages plus bovins. Au niveau de l'atelier avicole, on a développé dans le cadre d'un CASDAR qui s'appelait Bouquet, qui est terminé, donc des méthodes d'évaluation de la biodiversité à l'échelle des parcours de volailles. Et donc, c'est très certainement sur la base de ce travail-là, on va repartir en fait pour évaluer la biodiversité à l'échelle des diagnostics CAP2ER volailles. Mais après, le CAP2ER volaille, il vient juste de démarrer. En fait, il a démarré au 1er septembre de cette année. Donc, on n'est pas encore vraiment rentré dans l'ensemble des méthodes de la méthodologie de prise en compte. Et on est à la fois sur la prise en compte de la biodiversité végétale et animale présente sur le parcours. Voilà. Ce que je peux rajouter par rapport à ça. Geoffrey qui a suivi plus précisément le parcours, le CASDAR Bouquet, peut peut-être compléter. Donc, juste pour compléter, donc effectivement, comme l'a dit Cindy, on est sur les SIE, donc c'est ce qui est déclaré à la PAC par les agriculteurs, donc c'est pour recenser les habitats. Et au final, de ce que nous, on a développé dans le CASDAR que Jean-Marie vient de vous parler, c'est la même chose. On est sur le même outil de mesure. Nous, on va un petit peu plus loin que juste les SIE. On regarde aussi les connexions entre les SIE. Voilà, c'est la donnée où on va un peu plus loin. Mais on partirait quand même sur une méthode très similaire à ce qu'il y a dans le CAP2ER en ajoutant peut-être le module de connexion. Alors moi, je vais vous dire, ça tombe bien qu'on parle de biodiversité. C'est Vincent Manville, l'Institut d'élevage, puisque c'est moi qui suis en charge depuis une dizaine d'années de la biodiversité et de la méthode Biotex qui a été évoquée par Cindy dans son échange écrit tout de suite. Donc, Geoffrey, juste pour te dire qu'on n'est pas sur les SIE, on est sur un recensement des habitats. On ne se limite pas aux SIE, même si ça y ressemble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le paysage visible. C'est-à-dire que quand on regarde un paysage, on voit un plan et on ne voit pas le 3D de ce paysage.
Et en fait, la méthode qui est dans CAP2ER permet de, on va prendre par exemple un arbre, on va l'affilier avec son houppier et son tronc à un arbre petit, moyen, grand. Pour les autres objets, les autres éléments agroécologiques, ça sera pareil. Et donc, on va, par exemple, pour l'arbre, on va considérer que c'est un cylindre. Et on va reprendre la surface que représente ce cylindre pour représenter donc le paysage visible et le mettre dans une dimension rapportée à la SAU. Et ça voudra dire que ces surfaces développées de biodiversité, qui sont un inventaire total et exhaustif de ce qu'il y a sur l'exploitation, contrairement à la déclaration PAC, qui, elle, se limite aux 5%. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va lire dans Télépac ce qu'on fait. Et une fois qu'on aura développé, en fait, toutes nos formes géométriques et qu'on les aura remis en approche surfacique, eh bien, on va comparer ça à la SAU et on va trouver, par exemple, une exploitation qui a qui fait 5 hectares et qui a 70 hectares de surface de biodiversité développée. Ben, ça voudra dire la chose suivante. Ça veut dire que quand l'agriculteur utilise 100 hectares de SAU pour produire, en fait, dans ces 100 hectares, il induit des habitats à hauteur de 70 hectares en surface développée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ça, c'est dans CAP2ER, la nouvelle version. Le dernier point, c'est qu'on approche la biodiversité par un bilan humique global. Et on va regarder si le système animal est bien en adéquation avec les besoins des sols d'un système végétal. Voilà, j'en ai fini. Merci, Vincent. D'accord. Ces compléments. On rentrait un peu dans la finesse des projets. Le dernier niveau de question, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions sur le chat direct là-dessus, mais il y a quand même eu cet appel du pied, je reviens dessus par rapport à la filière apicole en termes de besoins méthodes. On parle de la biodiversité, des ressources. Est-ce que, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais concrètement, comment ça peut se concrétiser? C'est-à-dire quel lien sur un outil le bouquet, sur les ressources par rapport à. Ça rejoint la notion de service globalement, ce qu'on appelle service écosystémique au niveau des élevages, et comment s'intègre la prise en compte ou les attentes, par exemple, de la filière apicole. Est-ce qu'il y a déjà des travaux de rapprochement qui se font dans les départements, à l'échelle de territoire, là-dessus? C'est quoi les expériences? Oui, alors nous, il y a beaucoup de projets qui sont avec la filière arboricole, notamment, en lien avec. C'est plutôt un réseau et des échanges entre la filière arboricole et la filière apicole. Et donc, j'ai une collègue qui travaille uniquement sur la ressource et donc essayer de développer plus les jachères, les haies, les bords de champs, toutes ces ressources-là qui sont plus c'est diversifié, plus c'est riche pour les abeilles, quoi. Et en fait, par contre, nous, on ne travaille pas avec les autres filières encore, effectivement. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire, par exemple, avec les prairies. Et puis après, donc, il y a tout ce qui est flore sauvage aussi, donc on se pose beaucoup de questions. Par exemple, donc, je parlais de l'acacia, mais je vois que tout à l'heure, il y a une présentation aussi sur les châtaigneraies, et le châtaignier en Ardèche, c'est une très forte mielée pour les apiculteurs qui est très attendue, et on se pose aussi la question de quelle va être l'évolution de ces mielées-là. Et par rapport à la filière élevage, moi, c'est plus aussi une attente de savoir, voilà, par rapport aux méthodes qui sont utilisées dans d'autres filières, voir si on ne peut pas justement récupérer des informations, une façon de travailler qui nous permettrait d'avancer sur la filière apicole. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres. Bon, c'était illustré, le temps imparti est passé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions plus. Non, il y en avait une sur les productions végétales qui est en effet importante aussi en production animale. Ouais. Et du coup, j'ai proposé à la personne qui a posé cette question de consulter. Donc, on a eu un colloque privé également sur les pratiques fourragères dans un contexte de changement climatique. Et donc, ces différents éléments ont été repris sur le site Internet Cause Élevage. Donc, voilà, sur cette partie plus production fourragère végétale à destination d'alimentation animale. D'accord. Écoutez, moi je vous propose, je n'ai pas le temps de conclure, faire une synthèse. En tout cas, vous avez les contacts aussi, la possibilité d'approfondir à la fois sur les liens géographiques. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les demander au niveau de l'équipe R&D, pour en savoir plus sur chaque projet. Et puis, bon, on a compris que ce sont des projets qui démarrent, on espère qu'ils démarrent cette année. Enfin, début de l'année prochaine, en tout cas sur la filière apicole, qu'on démarrait depuis l'année dernière sur Cerceau. Voilà, et puis, c'est quand même bien engagé, et on sait qu'on voit que la filière volaille aussi
les volailles se mettent dans la dynamique à l'horizon des prochaines années. Donc merci. Donc je vous propose de, vous savez où vous allez, vous avez les liens de connexion. Nous on va changer de salle. Donc pour la partie élevage, par PNR Vercors, on va dire ça comme ça, retourne en salle plénière. Et pour la partie Châtaigneraie, c'est la salle à côté. Voilà, donc deux sujets Vercors. Merci. Merci.